Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Ici, écoutez, tout va pour le mieux. Un bon lundi comme on les aime. En plus, voilà, le sprint final s'est enclenché comme il faut en Ligue 1 avec un week-end ma foi riche. On avait pas mal de gros chocs, notamment le Strasbourg-Lyon, le Monaco-Nice et le Lille PSG. Non, mais le Lille-Lens qui a été pas le plus grand match, hein. Hier, on était au commentaire avec Braque et c'est vrai que ces genres de rencontres, en fait, t'es plutôt content de le commenter parce que justement, t'es dans le feu de l'action que de le regarder chez soi parce que je pense que c'était un tout petit peu ennuyeux, hein. C'était pas une grosse réjouissance. Alors, je vais essayer d'afficher le chat parce que je ne vous vois pas pour l'instant sur le côté. Vous avez disparu, ça va revenir, mais je vous lis évidemment. Je vois que vous êtes en forme, qu'il y a du monde comme Thibaut, comme Julesay, comme Freefly, comme Krakito, comme Brandon, Guavi, Soso Chat, la modératrice. J'espère que ça va pour vous, que vous êtes bien installés, parce que bah ça y est, hein, on est lancé. Hein. C'est l'un des derniers gros week-ends de Ligue 1, beaucoup de choses à dire, à raconter. On a le sentiment que ça s'accélère. Alors bien sûr, pour le titre, c'est fini depuis très très longtemps au niveau du suspense. Désormais en Ligue 1, on est plutôt obligé de regarder vers les Coupes d'Europe et le maintien. Mais c'est vrai qu'on va avoir une fin de championnat qui s'annonce assez dense. On rappelle, hein, entre Lyon, 7e, et Monaco, il n'y a que 5 points d'écart. Seulement 5 points. Ce qui signifie qu'on va avoir un rythme assez dantesque, hein. Ça va être assez fou à voir. J'ai préparé évidemment, pour ceux qui ont regardé la vidéo sprint finale, j'avais fait un espèce de programme calendrier club par club, donc évidemment je l'ai mis à jour, histoire qu'on puisse un petit peu se projeter ensemble sur ce qui nous attend. Mais c'est vrai qu'on va avoir vraiment, je le redis, hein, 7 dernières journées qui vont être très intéressantes. Alors qui sera en LDC, qui sera en barrage de Ligue des Champions, qui sera en Europa League, qui sera en conférence, c'est très difficile parce que ça peut vraiment bouger à tous les coups. Alors moi en début de saison sur hors-jeu, quand j'avais fait mes prédictions, j'avais dit Monaco 2, OM 3, Lille 4. Écoutez, en fait j'aimerais peut-être changer parce que c'est vrai que Strasbourg ils sont boulés de canon, l'OL ils ont quand même aussi des arguments, mais sincèrement j'aime bien, en fait, quand tu fais des pronostics, les premières impressions, il faut rester là-dessus. Et j'aime bien mon Monaco, mon Marseille et mon Lille 2-3-4. Donc à voir après, c'est vrai que Strasbourg, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Et ça va être une des équipes sensation jusqu'au bout. Est-ce que Nice, qui a commencé à pas mal reculer, est-ce qu'ils vont encore perdre de l'allure, parce que Nice n'a pris qu'un point sur les 3 derniers matchs et ça aurait pu leur permettre de faire un joli coup. Donc on sent qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je ne sais pas pour vous quelles équipes vous voyez se distinguer. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Alors attendez, je vais y aller directement sur le petit screen, comme ça vous allez pouvoir le voir, histoire de se projeter sur ce beau sprint final qui nous attend. Hop, voilà. On est plutôt bien, donc j'ai mis à jour, alors désolé c'est pas l'ordre du classement parce que c'est évidemment un peu trop long, mais vous pouvez le voir ici avec évidemment toutes les équipes qui comptent, hein, dans ce sprint final. Alors j'ai pas mis Lens, hein, mais c'est vrai qu'on aurait pu en avoir peut-être d'autres, mais sincèrement là on va avoir quand même c'est vrai que qui a le calendrier plus difficile. J'ai envie de dire que t'as des équipes comme Monaco qui vont encore faire l'OM, Strasbourg, l'OL. T'as Lille qui va à Lyon, qui reçoit l'OM, mais qui a aussi des équipes peut-être qui n'auront plus rien à jouer d'ici là. Alors oui, le Saint-Étienne-Montpellier, c'est vrai que dans le calcul final, c'est le genre de rencontre qui peut compter. Celui-ci, il sera, je crois que la commission de discipline, c'est de mémoire mercredi. Donc mercredi, ce sera le verdict pour savoir. C'est vrai que pour Saint-Étienne récupérer 3 points dans cette course au maintien, je pense que ça leur ferait le plus grand bien. Hop, voilà, on va le mettre comme ça en big. Strasbourg qui va être un arbitre très intéressant parce qu'ils vont à Reims, ils reçoivent Nice, ils vont à Monaco, ils reçoivent Saint-Étienne, ils reçoivent le PSG, Angers, Le Havre. En fait, ils font à la fois des équipes du haut, du bas. Ça va être assez fou. C'est vrai que Strasbourg a peut-être je sais pas si c'est le plus difficile, mais avec le plus d'enjeux, mais vu leur forme, vu leur dynamique, vu leur 11, je me demande jusqu'où ils peuvent aller.
ça va être assez costaud. Et puis je me répète, ils ont quand même ce match contre le PSG qui est pour moi le plus intéressant parce que je vous l'avais déjà dit, mais s'il y a un match où le PSG peut perdre son invincibilité cette saison, pour moi c'est très clairement celui-ci. L'OL, faut pas oublier qu'il y a aussi des matchs de Coupe d'Europe au milieu avec Manchester United, notamment tu reçois le LOSC, tu fais le premier match contre United, tu vas à Auxerre et on sait qu'Auxerre c'est très compliqué la Baie des Champs, et ensuite tu fais le retour contre United avant d'avoir le déplacement dans le Chaudron. Costaud pour eux. En plus tu reçois aussi Lens, t'as également un déplacement à Monaco. Ouais, et franchement, le calendrier de l'OL, il va pas être évident, hein. Je pense qu'à Strasbourg, ils ont grillé un petit joker. Rien n'est perdu, rien n'est paumé. On va voir ce que ça peut un petit peu donner. Et salut Wayne, j'espère que tu vas bien. Pipion, t'as l'air bien heureux. On peut savoir pourquoi. Alors écoute, moi je passe un très bon lundi. Je sais pas pour vous. Après, voilà, hein, les Girondins de Bordeaux n'ont pas joué. Qui dit week-end sans match, dit week-end sans défaite. Donc écoute, on est très très bien. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais ce lundi, il est différent par rapport aux autres lundis. Il y a du soleil, on est joyeux, on est content, c'est le printemps. Je sais pas, je sens un bon petit mood sur ce lundi. Évidemment, c'est une joie communicative, hein. Je pense que vous voyez qu'on est détendu, on est serein. C'est peut-être aussi pour ça que d'habitude, quand je peux pas stream le soir, je stream le midi pour faire le débrief Ligue 1. Et là, pour le coup, je n'ai pas pu le faire parce que j'attendais quelques informations qui nous parvenaient d'un certain tribunal. Et oui, priorité à l'actualité. Je voulais pas que cela se confronte avec ce débrief Ligue 1. Oui, je pense que vous avez tous compris les sous-entendus. Mais très clairement pour l'OL, ça va être aussi bien tendu. Et je suis d'accord avec toi, ce que tu dis, Doudou, on va y revenir sur ce Strasbourg-Lyon, parce qu'évidemment, c'était un match super intéressant. Oui, on n'oublie pas que c'est ce genre de rencontre. On regarde la première période, Strasbourg a eu énormément de mal à exister. Dans l'autre sens, l'OL a fait vraiment une bonne première mi-temps, mais tu rentres au vestiaire à 0-0. Et le fait de ne pas avoir mis ne serait-ce qu'un petit but, c'est ça aussi ce qui peut te différencier par rapport à des équipes du haut de tableau. Enfin, quand je dis haut de tableau, l'OL y est, mais par rapport aux équipes qui sont peut-être 2-3, c'est qu'il faut faire la différence. Quand tu as la chance de faire une aussi bonne mi-temps et d'avoir un Strasbourg qui est bien inférieur à ses standards 2025, le fait de ne pas pouvoir mettre le petit but, c'est fatal. Et après, ça a été le feu d'artifice, hein, pour les Strasbourgeois. Ils en su en profiter. Pour toi, laquelle de ces équipes a le meilleur calendrier ? En fait, j'aime bien celui de Monaco parce que Monaco, tout est poursuivant, tu les reçois à la maison. Et ça, c'est bien. En plus, ils ont 4 finales à la maison, comme Nice, Marseille, l'OL, Strasbourg. Ils ont des déplacements un peu relous, comme Brest. Il y a aussi Le Havre et Saint-Étienne. Moi, je trouve que c'est peut-être le plus tendu, mais en même temps, on sait que Monaco adore ce genre de sprint final. Après, tu vois, même une équipe comme Nice, tu te dis que finalement, le calendrier, t'as quand même Strasbourg et le PSG, mais sinon, t'as Nantes, Angers, Reims, Brest à la maison et un déplacement à Rennes qui aura sans doute plus rien à jouer. Ça peut être aussi un avantage, mais dans ce genre de dynamique, par exemple, c'est pour ça que moi, le LOSC, je les ai mis 4e et je les remets 4e parce que je trouve qu'ils ont quand même un calendrier pour terminer en douceur. Déplacement à Toulouse qui aura plus rien à jouer, Angers, Brest, ça peut être un peu relou. Reims à la maison, Auxerre à la maison. T'as juste l'OL et t'as l'OM. T'as qu'un seul gros déplacement, c'est l'OL. Sinon, t'as l'OM à la maison. Moi, je trouve que Lille, s'ils font pas n'importe quoi, ils y seront. Donc voilà. Oui, je vois ce que vous voulez dire sur à la maison devant 200 supporters, mais ça reste mieux vaut jouer dans un stade comme Louis II où tu connais, où t'as tes repères, plutôt que dans des ambiances un petit peu hostiles, dans des voilà. Pour Monaco, c'est ça qui va être intéressant. Après, l'OM, tu regardes le calendrier. Bon, t'as Toulouse, Montpellier, Brest, Rennes qui ont, soit plus rien à jouer, soit qui sont déjà condamnés. T'as 2 déplacements à Monaco et Lille, mais faut pas s'arrêter juste au calendrier. C'est surtout les dynamiques qui, moi, m'intéressent. Et l'OM, c'est vrai que la dynamique, on va revenir évidemment sur ce Reims-OM, mais elle est assez cata. On va y aller petit à petit sur du coup nos matchs qui nous intéressent, les amis, avec pour commencer, je pense qu'on va aller sur le match du dimanche soir. Alors c'était pas la plus grande rencontre. Faudra aussi parler de la programmation des matchs parce que l'OL avait quand même 3 titulaires qui jouaient à l'autre bout du monde 48 heures plus tôt. Oui, c'est un problème, hein. C'est comme le Barça Osasuna, ça n'aide pas. Je comprends ton désarroi, ça n'aide pas évidemment d'avoir un Thiago Almada qui rentre très tard et qui a beaucoup enchaîné. Moi, comme toujours, je le dis, il faut
pouvoir avoir des discussions, se mettre autour d'une table entre les acteurs, des clubs, des sélections, les syndicats de joueurs. Parce que quand on voit la cadence jusqu'à la fin de saison, ça va être infernal. Fin de championnat, fin de Coupe d'Europe, Ligue des Nations, Coupe du Monde des clubs, reprise du championnat un mois après. À quel moment tu fais des vacances? À quel moment tu fais une prépa? Enfin, tu vois, la prépa, c'est quand même hyper important parce que c'est là où tu vas engranger, encaisser pour quelques mois après le restituer. Là, c'est sûr que c'est assez chaud. Ça aurait été mieux de mettre un Brest-Toulouse. Bah, malheureusement, c'est le Toulouse-Brest, il aurait pu être mis le vendredi soir, mais le diffuseur a toujours son mot à dire, tu sais comment ça marche. Et dans cette perspective, un Strasbourg-OL, un vendredi soir, c'est plus vendeur qu'un Toulouse-Brest. J'espère que je manque pas de respect aux Toulousains et aux Brestois, mais c'est le genre d'affiche qui était quand même bien alléchante. Et quand on parle d'affiche alléchante, c'est vrai qu'il y avait ce derby du Nord. Alors, sincèrement, comme je vous le dis, avec Braque, on a commenté, on a été plutôt pris par la première période avec le LOSC qui a fait le job, qui a marqué ce but sur l'erreur de Mathieu Ariane. Fernandez Pardo qui a bien senti le coup. J'ai bien aimé le match de Fernandez Pardo qui a pas mal provoqué, qui a essayé de faire pas mal de différence par la passe. Ismaili aussi qui a été très, très actif dans son couloir gauche. En face, tu avais quand même une immense découverte avec Kylian Antonio, 2008 les gars. Déjà que 2007... quand j'entends parler de joueurs 2007, Yamal, Koubarsi, Boadi, Nwaneri, ça m'interpelle. Mais là, 2008, là, tu vois, ça fait un petit truc. Et franchement, il y a eu cette première erreur de concentration où il a laissé s'échapper Fernandez Pardo qui a perdu son duel. Mais sinon, je trouve que son match, il a été bon. Il y a eu pas mal de prises de risque par la passe. C'est un très jeune joueur. Quelqu'un qui est arrivé à Lens en 2023, il était pas né, qui est arrivé en 2023 en provenance de Torcy, qui a fait la Youth League et tout. Et franchement, la Ligue des Talents, elle portera toujours bien son nom. J'ai bien aimé aussi l'activité de Lanaoui, mais sinon, les trois attaquants devant à Lens, ils ont pas existé. Donc, compliqué de pouvoir peser, proposer quelque chose. Le plan de jeu en première période a été simple. On attend Lille et on essaye de contrer, mais ils n'ont pas eu beaucoup de situations. Il n'y a même pas eu de tir. Le premier tir, il a dû venir à l'heure de jeu sur le coup franc d'Elanaoui. Et en face, c'est un LOSC qui a été un peu en mode calculateur. On sait qu'il y a l'occasion de faire mal à cette équipe lensoise. On y va, on les presse bien, de très bonnes projections, des récupérations hautes, une belle activité de Joe David pour faire le pressing. Chevalier qui a vraiment pas eu trop de boulot. À la fin, ça s'est un peu réveillé, mais pas assez. Il y a eu un peu plus de prise de risque, tu vois, avec du Zahouri qui rentre. Enfin, on a un petit peu fait sortir des profils défensifs, mais ça n'a pas suffi. Et finalement, le LOSC, qui en avait grandement besoin, parce que Lille sortait d'une semaine compliquée avant la trêve, l'élimination contre Dortmund, la défaite à Nantes. Lille était passé 7e avec la victoire de Strasbourg contre l'OL. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu urgence pour Bruno Genesio et son équipe de l'emporter. C'est pas le match qui m'a convaincu pour retrouver un LOSC aussi déterminant, par exemple comme en Ligue des Champions ou quand ils ont fait leur série de 20 matchs sans défaite, mais c'est les 3 points qui te font du bien parce que Lille est désormais 3e et on se le redit, Lille va avoir un calendrier sympathique, notamment le prochain match. C'est vrai que dès le week-end prochain, t'as Lille, Lyon et t'as Monaco qui va à Brest, t'as Strasbourg qui va à Reims, t'as Nice qui reçoit Nantes et l'OM qui reçoit Toulouse. Donc ça va être assez intéressant de s'en rendre compte. Après, niveau perf individuel, j'aime bien Diakité qui est toujours aussi sérieux. J'ai bien aimé le match d'André Gomez qui dans l'intensité a répondu présent avant de sortir. Ismaili et Fernandez Pardo, le couloir gauche a bien fonctionné. Le joueur frisson que je voulais voir, c'était Haraldsson, parce qu'évidemment, c'est l'un des Lillois, si ce n'est le Lillois le plus en forme de 2025. On a compris qu'il avait été préservé, qu'il avait quitté le dernier entraînement un peu barbouillé. S'il n'est pas entré en jeu, à 1-0, t'as peut-être pas envie de prendre le risque. S'il y avait eu un partout, peut-être qu'on aurait vu Haraldsson ne serait-ce que 15 minutes. Mais il est resté au repos. Et du coup, ça nous fait un derby du Nord, ma foi, un petit peu tristoun. Je pense que je vous le dis, heureusement qu'on a été dans le feu de l'action, qu'on le commentait, parce que sinon, devant la télé, croyez-moi, je pense qu'on n'aurait pas... C'est difficile de rester concentré des fois devant certains matchs. On aurait pu aller ouvrir des boosters sur Pokémon, sortir la Switch, peut-être avoir le regard un peu détourné. Il y avait aussi, c'est vrai que le derby de Séville et Naples-Milan hier, donc il y avait aussi un beau programme. Mais voilà, l'important pour Lille,
c'était les 3 points et ils prennent la petite. Ouais, ils prennent une belle petite option là. Faudra voir pour la suite. Mais comme je vous le dis, c'est extrêmement serré. Parce que sincèrement, c'est 5 points d'écart entre Lyon et Monaco. Ça peut aller très très vite. Je pense qu'à chaque journée, on va avoir des changements et que ça sera vraiment gravé dans le marbre à la 34e journée, quoi. Quelqu'un m'a demandé est-ce que Brest peut le faire? Est-ce que Brest peut espérer accrocher une place en Coupe d'Europe? Il y a 5 points de retard. Brest qui reçoit Monaco, qui va Saint-Étienne. En vrai, c'est pas impossible, mais t'as quand même Monaco, Marseille, Lille et Nice. T'as quand même 4 équipes qui jouent l'Europe. Donc, s'il y avait 1 ou 2 points d'écart, je dirais évidemment tout est possible. Là, 5 points, ça peut être délicat. Mais après, je me le répète, Brest, magnifique saison. Brest, c'est fort ce qu'ils ont fait. Sortir de la phase de groupe. Le vrai regret, et Eric Roy l'a dit chez RMC, c'est la Coupe de France. Parce que t'as Dunkerque, tu mènes 2-0, t'as Dunkerque qui te retourne. Bon, après, t'aurais fait encore un match contre le PSG, donc pas sûr qu'ils aient encore envie de rencontrer, de croiser la route du PSG cette saison après avoir pris je ne sais combien de buts. De toute façon, si on compte, ça fait combien? Ça fait 3-5, 7-3. J'arrive même plus à compter, mais ça fait quasiment 20 buts en 4 matchs. Donc bon, je pense qu'au bout d'un moment, t'as peut-être envie un petit peu de souffler. Non, Brest, c'est sûr que en Europa League, même Conference League, hein, c'est vrai qu'une équipe comme Strasbourg aussi, après, ils se sont pris au jeu et pour ce groupe de jeunes joueurs, t'as envie d'aller en LDC. Là, c'est plus question. Enfin, je pense que le club, dans sa progression étape par étape, passer par de la Pipion League ou de l'Europa League, se faire des bonnes soirées jeudi soir et pourquoi pas avoir une épopée, ce serait bien. Je pense que surtout si on parle de Conference League, Strasbourg, pour moi, ils ont... Non, après, il faudra voir en fait. Ce qui va être intéressant, et je pense qu'on va aller sur justement le Strasbourg, le Strasbourg OL. Quelle équipe. Quelqu'un l'a dit, c'est vrai que Strasbourg a beaucoup souffert, mais c'est une immense surprise. Sincèrement, avant le début de saison, quand on demandait aux gens de faire un top 4, top 5, des équipes qui terminaient en Coupe d'Europe, je pense qu'il y avait très très peu de monde, et je vais rendre hommage à mon ami Youss. Je sais que Youss, lui, l'avait dit, Strasbourg pourrait jouer des coudes pour l'Europe. Eh bien vu à lui. Moi, j'avoue que je vous l'ai souvent dit, je trouvais que peut-être il y avait un peu trop de jeunesse. Et finalement, j'ai été prudent parce que on sait que la jeunesse, il peut avoir des péchés d'immaturité, que certains temps faibles pouvaient être mal gérés. En première partie de saison, on l'a vu, quand ils ont enchaîné pas mal de défaites, il y avait la blessure des mégas qui leur a coûté cher. On a vu que Rosseigneur, en fait, il a pas dévié de sa trajectoire. Je suis trop content pour lui. Moi, après, sincèrement, il y a beaucoup de débats sur la multipropriété. En fait, il y a tellement de choses à raconter sur Strasbourg. C'est à la fois ce groupe de jeunes joueurs, c'est le coach, c'est leur saison, c'est la multipropriété. Certains m'ont dit, parce que c'est vrai que j'ai dit, c'est quand même une équipe, je pense, on s'en souviendra dans quelques années. Parce que voir un tel groupe de jeunes joueurs aussi talentueux et nous proposer ça, ça reste quand même rare. Je pense que c'est une équipe qui peut marquer sincèrement les esprits. Par contre, certains m'ont dit du coup il y a une bonne et une mauvaise multipropriété. Moi, quoi qu'il arrive, je suis contre le truc de multipropriété. Ça me gave. Je trouve que être le petit d'un autre club, ça n'a pas trop de sens. Je pense qu'on peut quand même apprécier ce qui se passe sur le terrain. À savoir que Strasbourg est une équipe, quand tu te poses devant leur match, c'est agréable. Franchement, tu passes un bon moment. C'est chouette. On a vraiment une équipe qui respire le foot. Dans l'autre sens, je me pose beaucoup de questions sur la saison prochaine, sur l'été. Qu'est-ce qui va se passer? Que va décider Bluco? Est-ce qu'on va tout changer au niveau de l'effectif? Combien de joueurs on va rapatrier à Chelsea? Combien vont faire le chemin inverse? Est-ce que avoir finalement une équipe en LDC et une autre en Europa League, est-ce qu'il y aura une hiérarchie? Je sais pas. On est en droit de se poser beaucoup de questions sur la gestion de Bluco, mais en attendant, c'est vrai que ça marche sur le terrain. C'est vrai que cette équipe, elle est séduisante. Je pense que c'est vrai quand tu vois le tableau des statistiques, 16 tirs, 11 tirs cadrés, enfin une réelle domination et en plus pas mal d'actions assez dingues. Petrovic en sort 2-3. T'as aussi comment il s'appelle, Mikotadze qui touche la barre. C'est les regrets pour l'OL, ils sont là, ils sont sur cette première période où t'as une domination qui est assez
qui est assez extra. Et c'est vrai que Strasbourg a beaucoup souffert, a fait le dos rond. C'était rare de les voir autant dans le dur, hein, que ce soit en termes de domination, mais même eux, ils avaient beaucoup de mal à ressortir des ballons. Et puis, vous savez ce qui se passe hein, quand dominer n'est pas gagné. Et là, ils ont su un petit peu piquer ça, quoi. Comment ça se passe si Chelsea gagne la conférence mais est qualifié en LDC grâce à la PL? Alors, mon cher Gaëtan, tu sais qu'en Première Ligue, il y a un concours de circonstances où je crois que c'est The Athletic qui avait sorti un article, t'as 11 équipes qui peuvent être européennes. Sincèrement, c'est de la folie. T'as 11 équipes de PL qui peuvent être européennes entre LDC via le championnat, vainqueur LDC, vainqueur Europa, vainqueur conférence, la Carabao qui a été remportée par Newcastle, la FA Cup. En gros, là, t'as le COEF UEFA aussi qui offre une 5e place. En vrai, tu peux avoir... j'avais vu l'article et il était dingue. Tu pourrais avoir vraiment... Tu pourrais avoir Brentford européen. Avec tout le calcul du coup, si t'as telle équipe qui gagne telle compétition, ça fait une place en plus pour le voisin. Ça pourrait être assez dingue, quoi. Alors évidemment, c'est l'alignement des planètes XXL. Par exemple, c'est Arsenal qui gagne la LDC, c'est Tottenham United qui gagne... voilà. Alors oui, Rigo Crazy, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas possible, c'est que l'Europa. Oui, le vainqueur de l'Europa League va en Ligue des Champions et le vainqueur de la Conference League, normalement, il va en Europa League. Mais là, je parlais juste de 11 équipes en Coupe d'Europe, pas en LDC. Là, s'il y avait 11 équipes anglaises en LDC, on remballe le matériel, ça sert plus à rien d'appeler ça Ligue des Champions, quoi. Là, c'est la PL bis. Mais il y a vraiment un monde où on a au moins 9 équipes qui se retrouvent en Coupe d'Europe, quoi. Et comme je te dis, en plus, t'as Tottenham et United. L'idée de remporter l'Europa League, c'est une place en LDC. Et pour ces deux équipes-là qui ont totalement foiré leur saison en PL, crois-moi que ça leur ferait un bien fou, quoi. Du coup, on parlait de Strasbourg, parce que voilà, évidemment, il se passe beaucoup de choses au niveau des Coupes d'Europe. Parlons de l'immense André Santos, toujours pas sélectionné avec le Brésil, capitaine à 20 ans d'un club où il est juste prêté. Ah oui, c'est vrai que être capitaine d'un club où t'es prêté, c'est assez fou. C'est assez fou quand même de voir ce genre de situation. Mais après, c'est vrai qu'André Santos, c'est un leader naturel dans le vestiaire, sur le terrain, ça parle. Comme un peu Strasbourg, en fait. Toute la première période, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à côté. Mais dans l'autre sens, dans la seconde période, ils se sont réveillés, quoi. Alors, Strasbourg et Chelsea, tous les deux en Europa, il n'y aura pas de conflit. Alors, ça, c'est le genre de question qui est intéressante. Si ça devait arriver, c'est déjà arrivé pour Red Bull, Leipzig et Salzbourg. C'est déjà arrivé pour Toulouse et l'AC Milan. On rappelle l'explication. C'est que, en gros, il y a deux entités différentes qui se séparent. On fait une petite manipulation, une petite ristourne. Par exemple, c'est pour ça qu'on a le Red Bull Salzbourg et le Rasenballsport Leipzig. C'est qu'on sépare les trucs. Donc, si jamais ça devait arriver, les deux équipes dans la même compétition, en gros, Strasbourg, enfin Bluco, ne sera plus actionnaire majoritaire, mais peut-être donnera une boîte où il y a quelques amis. Voilà, vous connaissez un petit peu le système. Donc, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Donc, Strasbourg sera européen. Si c'est le cas, il n'y aura pas de retour en arrière, quoi. Et oui, une société de façade, voilà, exactement. Tu l'appelles comme tu veux, c'est une société de bons copains, c'est le petit arrangement qu'il faut. Mais on l'a déjà vu, oui, pour City et Gérone, ça aussi c'est un bon exemple. On l'a vu pour plein d'équipes, quoi. On l'a vu pour plein d'équipes. Dans cette équipe de Strasbourg, quand même, il y a des joueurs qui sont extrêmement plaisants. Mamadou Sarr derrière, Petrovic qui fait un job fabuleux, Diego Moreira, la transformation du mec qui était un ailier pas prêt pour la Ligue 1. Un an après, on en fait un latéral piston qui a un volume de jeu assez conséquent. L'action sur le 4e but, elle est juste fantastique. Valentine Barco, latéral replacé au milieu de terrain. La passe qu'il fait pour Emega, elle est juste sensationnelle. T'as le Maréchal qui s'implique très très bien. Bakwa qui est aussi en train de devenir un très très bon passeur, un vrai bon dribbleur. Je suis tellement content pour lui parce que Bakwa, c'était le genre de joueur à Bordeaux où on sentait ce petit truc en plus. Et dans un championnat comme la Ligue 1, on a besoin de ce genre d'ailier un petit peu qui déstabilise, qui peuvent faire les différences. Et lui, il répond à ces critères-là.
Et sincèrement, il est en train de prendre une très très belle dimension. André, ouais, en fait c'est ça, tu te poses toujours la question, c'est quels joueurs dans cette équipe de Strasbourg auraient leur place à Chelsea? André Santos pour la rotation, Petrovic, parce qu'on voit qu'au niveau des gardiens de but à Chelsea, t'as toujours un souci, et le Petrovic que je vois depuis 2-3 mois, c'est quand même un excellent gardien de Ligue 1. Emega, pas encore prêt. Je pense qu'Emega, c'est le genre d'attaquant qui a besoin d'enchaîner et de se rapprocher d'une saison à 20 buts. Mais Emega, pour moi, a le potentiel pour, je ne dis pas être titulaire à Chelsea, parce qu'évidemment, c'est des grosses responsabilités d'être le 9 des Blues, mais pour être un joueur voilà, qui a son mot. Qui a son mot à dire. Après, bah voilà, c'est quand même un laboratoire pour Bluco qui est sans sas, hein, de pouvoir avoir tous ces jeunes joueurs à disposition et de pouvoir aller piocher dedans, sachant qu'avec Canadi, que l'an prochain, on aura aussi d'autres cracks comme Amougou, comme Kenry Paez. Mais c'est bien d'avoir au moins l'idée d'une équipe qui puisse avoir une telle saison. Et franchement, c'est vrai qu'on voit le groupe, hein, vous voyez tous les TikTok, vous voyez les vidéos comme moi, tu vois les célébrations de vestiaire, c'est une chouette équipe, c'est vraiment une chouette équipe. Chelsea sera quand même foutu de recruter 5 joueurs cet été pour concurrencer Santos. Mais tu sais qu'ils ont pris Dario Essugo, qui est passé par le Sporting et Las Palmas, qui jouent dans la même zone. Donc oui, en fait, l'idée pour moi, André Santos, il y a un monde idéal, en fait, tout ce groupe de jeunes joueurs, il doit rester à Strasbourg pour faire une saison européenne, et après, ils s'en vont, ils vont découvrir autre chose. Ouais, Estevao, comme tu dis, Emma, il y a Ken, enfin, ouais, ils ont pris Giovanni Kenda, ils ont mis tellement le grappin sur tous les gros prospects du foot mondial, c'est assez... Waouh, c'est assez déstabilisant, assez déroutant. Ouais, moi, je pense que si on devait avoir tous ces joueurs qui restaient au même endroit, ce serait quand même un net avantage. Mais c'est une équipe qui est hyper enthousiasmante, je le répète, hein, mais voir une telle progression, un tel jeu, c'est bien aussi de savoir souffrir, parce que la première période, ça a été une vraie souffrance pour eux, une domination comme ils en ont rarement eu en 2025, et finalement, ça a fini par payer. En face, côté OL, c'est sûr que tu as peut-être des petits regrets par rapport, comme on l'a dit, à l'agenda, au calendrier, mais c'est toujours la même chose. Cette première période où tu as une telle domination, les passes de Cherki, enfin, Cherki qui est très bon encore une fois, pas savoir transformer. C'est dommage parce que tu reviens à 2-1, puis derrière tu t'écroules. La gestion aussi des coups de pied arrêtés, de la profondeur, le fait que tu as encaissé des buts sur plein de situations un peu différentes, un corner, une percée, un centre, une passe en profondeur, c'est quand même inquiétant parce que on est fin mars, début avril, et l'OL a toujours pas trouvé, je trouve, désolé par la répétition, n'a pas trouvé encore cette fameuse stabilité défensive où tu sais que t'as un truc très solide. J'ai rien contre Niakate, mais à ce prix-là, il n'y a pas encore les garanties nécessaires. On aurait dû avoir un patron et ça n'a pas encore été le cas, quoi. Donc soirée difficile pour l'OL, mais bon, t'as encore des enjeux assez séduisants. Là, tu vas avoir le retour d'un gros 11 avec Tagliafico, avec Almada. Non, Tessman et Nouama, c'est pas mal, oui. Nouama, il a quand même un beau petit déclic, hein. Franchement, c'est propre. Ah bah ça, Faizen, quand on a vendu Sarr pour 10 millions, t'as de quoi avoir des regrets, parce que Mamadou Sarr, bah d'ailleurs, je crois que Chelsea l'a récupéré, non? Je crois que... De mémoire, il n'y avait pas un truc comme quoi... Ouais, c'est vrai que lui, pour 10 millions, c'est vraiment un joueur de dingue, hein. Franchement, c'est pareil, on parle beaucoup de jeunes joueurs talentueux, mais Mamadou Sarr, la saison qui sort à cet âge-là, c'est très costaud. Donc vraiment, on le redira jamais assez, mais à l'OL, on forme très bien. C'est dommage peut-être de ne pas avoir pu profiter un peu plus de ce genre de talent. Mais lui, ouais, sincèrement, il est dans le 11 des révélations. Ah, 100% à la revente, là, c'est la petite clause sur FM qui t'aurait mis du bien, parce que là, t'aurais pu récupérer quelques millions, et on sait qu'à l'OL, on n'est pas... Chaque million peut compter, vu l'urgence de la situation. C'est pour ça que ouais, on va avoir aussi un sprint final intéressant. C'est que l'OL, on sait que financièrement, on a eu le rapport annuel des finances de Bluco. Bah, croyez-moi les potes que ouais, on a besoin de quelques ressources financières supplémentaires dans le Rhône, ça c'est sûr. Donc ouais, bravo à Strasbourg pour cette belle victoire, et puis bah, on va voir ce que ça va donner sur les prochains matchs avec ce déplacement à Reims. Et justement les amis, est-ce qu'on n'irait pas à Reims parce qu'il s'est passé quelque chose
On a évoqué évidemment une équipe qui marche bien, avec Strasbourg qui est en nette forme. Par contre, attention à l'OM. Attention à l'OM. Oui, c'est vrai, comme tu le dis, Ravzer, information importante. Si Strasbourg est européen, ça va être un problème pour Chelsea, car ils vont avoir un souci comme Brighton avec l'Union Saint-Gilloise. Ils vont devoir prendre un accord avec l'UEFA et donc pendant 3-4 ans, pas de transfert interclub. C'est vrai qu'on pourrait avoir une interdiction dans ce sens, mais ça serait peut-être bien pour Strasbourg d'être un peu indépendant de Chelsea, avoir les mouvements qui vont faire, quoi. Donc ça va être assez déterminant. Je le disais, on a quand même un match du côté de Delaune avec, bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Reims n'a pas gagné à domicile depuis octobre. Reims n'a pas gagné en Ligue 1 depuis novembre. Reims n'avait pas marqué de but depuis 6 journées. Reims n'avait pas marqué de but par l'un de ses propres joueurs depuis fin janvier. Et là, patatras. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Non, parce qu'on voit la domination au départ, on se dit bon bah ça va être une configuration où Reims, c'est souvent le cas ces dernières semaines, défend, subit, mais n'arrive pas du tout à bien s'en sortir. Et puis bah au fur et à mesure, c'est vrai que le but de Nakamura a débloqué quelque chose, et après Reims a vraiment pris confiance, mais la gestion défensive de plein de joueurs, c'est super inquiétant quoi. Balerdi avec cette erreur de le laisser sur le terrain, déjà ça... Quand tu vois un joueur qui, je crois que c'est une entorse au niveau du ligament, donc tu vois c'est une blessure assez sérieuse, allez, faut sortir, faut pas tarder. Cornelius, match catastrophique. Lirola, c'est pour moi, c'est vraiment le 6e, 7e de la hiérarchie, on comprend pourquoi il en est là. Est-ce que c'est la faute de De Zerbi, des joueurs? C'est toujours un petit peu des deux, parce que je pense sincèrement que ce système A3, dans la période actuelle, et avec tous les blessés, ça répond pas aux besoins de l'OM. Autant revenir à une défense à 4 et faire un bon vieux 4-2-3-1. Je pense que ça aurait peut-être été un petit peu mieux pour l'Olympique de Marseille, qui là enchaîne une série super négative, quoi. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Auxerre, Lens, le PSG, Reims. T'as eu la victoire contre Nantes, qui n'était pas au niveau du jeu hyper accompli. Mais moi, je me pose beaucoup de questions parce que l'OM était quand même une équipe sans Coupe d'Europe, avec une semaine pleine de préparation, une élimination très tôt en Coupe de France, donc tu vois, t'as pas d'excuses. Là, on est dans le sprint final, et on voit un OM qui tire la langue, qui est pas prêt, quoi. En fait, je me pose beaucoup de questions sur pourquoi ça a déraillé ainsi, parce que l'OM qu'on a vu en novembre-décembre, avec le retour de Rongier dans le 11, était vraiment une équipe très costaud. Et depuis, on a eu un peu le tournant à Auxerre avec tout ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage, tout ça. Mais ouais, mentalement, même physiquement, en fait. C'est là où je trouve que l'OM a un vrai souci. C'est qu'heureusement que cette saison, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Parce que sinon, je pense que les mecs seraient bien cramés. Alors peut-être qu'on aurait prévu un effectif en conséquence. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup de carences athlétiques. Je trouve que l'OM tire souvent... la langue, quoi. Donc à voir. Non, c'est vrai que le match contre le PSG, il était pas mauvais quand tu prends la différence d'adversaire, mais c'était un PSG à 70% et ça finit par 3. Tu as eu des bonnes séquences avec Bilal Nadir, Rabiot, Gouiri, mais ça suffit pas. Non, mais c'est vrai que si tu prends le 11, le recrutement, l'effectif, tu te dis que tu as quand même un matériel séduisant, mais après là c'est peut-être plus le souci du coach qui arrive pas à bien harmoniser ça. Et là, il y a des joueurs qui, comme Luis Enrique et Greenwood, ils ont été mis sur le banc, on essaie de les sanctionner, ils reviennent dans le 11, et c'est presque pire. Donc c'est dur. L'OM ne sait pas jouer contre des blocs défensifs et n'adapte pas son jeu. C'est vrai que on a vu des matchs où l'OM était contre ce type d'adversaire, notamment je pense à Angers. Ils ont débloqué ça par un coup de pied arrêté. Après, c'était mieux. Mais tu sens une domination, en fait, c'est là, dès que tu prends le premier but. Là, par contre, t'as un peu plus de panique, je trouve. Est-ce que, Yous l'a dit, c'est un désavantage d'avoir finalement qu'un match? Je sais pas, moi je trouve que quand même... Moi je pense que c'est un luxe pour un coach aujourd'hui, dans ce foot moderne où c'est tellement intense, où t'as un calendrier qui est tellement XXL, d'avoir la latitude et le luxe de pouvoir préparer ça. Sincèrement, je pense que l'OM, on verra, hein, parce qu'il reste 7 journées, l'OM qui va faire Toulouse, Monaco, Montpellier, Brest, Lille, Le Havre et Rennes. T'as Monaco et Lille qui sont relous. Sinon, à la maison, à part peut-être Brest, tu joues que des équipes qui ont plus rien. Donc là, c'est plus le moment de tergiverser. Ok, t'as fait une mauvaise dynamique, mais tu peux aussi te reprendre.
À voir ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a, ouais, je crois que il y a le mercato défensif qui est pas bon, c'est vrai. Luis Felipe Ramos qu'on a vu un match au parc et puis basta, le mec est de nouveau blessé. Là, par contre, ça ressemble un peu à une escroquerie. Greenwood qui a la tête ailleurs. Très clairement, je pense que Greenwood il veut se barrer. Et bah, t'inquiète pas qu'on a compris vu ce qu'il montre sur le terrain. T'as Rabiot qui fait cette déclaration où il tire un peu sur ses coéquipiers en mode voilà, si certains n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui le disent. Heureusement que l'OM, c'est vrai, avait cette marge, ce petit matelas de points. Mais ouais, là, l'attitude de l'équipe, l'effondrement défensif, en fait, dès le début de saison, quand même, on peut le dire. Sur le début de saison, on voit une défense fébrile, mais la différence, c'est que tu avais un Geronimo Rulli qui te sauvait la baraque. Rulli qui sortait des pénaltys, qui faisait des arrêts sensationnels. Rulli, pour moi, c'est meilleur gardien de Ligue 1 cette saison, dans le top 3, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment une assurance, une garantie. Par contre, ça arrive que Rulli, il performe un peu moins, qu'il soit moins inspiré, et dans ces cas-là, c'est là que tu vois que il n'y a pas de défenseur qui assure le coup, quoi. Donc, vraiment très très compliqué pour l'OM la période actuelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points positifs à ressortir. Comme je le dis, l'avantage, c'est que tu vas avoir un calendrier qui va peut-être être un peu à ta faveur, notamment à la maison. Mais attention à l'espèce de tension ambiante, parce qu'on sent que ça commence à peser sur pas mal. On l'a dit, Rabiot qui fait cette déclaration, qui tire sur certains joueurs. Je pense forcément à un Greenwood qui montre très très peu d'envie. Pourtant, tu vois, ce qui est dingue, c'est que quand Balerdi sort, il fait rentrer Neil Maupay. Et je me dis, c'est bien, la prise de risque, tout ça. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à trouver des solutions, quoi. Donc, c'est chaud. L'OM qui reste troisième, qui a encore son destin entre ses pieds. Mais c'est vrai que par rapport à la tournure de la saison, ça peut laisser pas mal de dégâts. Et autant des fois, vous savez, je trouve que Longoria a un peu abusé du mercato à prendre chaque saison 10 joueurs, en faire partir 10 autres. Là, c'est vrai que tu sens que c'est encore un effectif qui est tellement perfectible, notamment en défense. Après, c'est aussi de sa faute, hein. C'est de la faute des dirigeants, parce que en prenant des seconds couteaux comme Cornelius, du Lirola, tout ça, c'est vrai que quand tu as des blessés en défense, c'est compliqué. Et puis même un Lilian Brassier que finalement tu as fait partir, qui est allé à Rennes, ça a été aussi une erreur de casting. Il y a encore un gros ménage à faire du côté de l'OM, quoi. Ils avaient combien de points d'avance après la victoire à Rennes? Je pense sincèrement qu'ils étaient à plus 6, 7, 8, je sais plus, mais ils avaient quand même un vrai bon matelas, quoi. Ouais, moi je pense que la défense à 3, faut l'abandonner. On sait que De Zerbi est très attaché, que on sait qu'en cours de match, il y a pas mal de changements de système, que des fois ça peut être plus une défense à 4, sur l'animation, Enrique qui montre un peu plus haut et tout, mais c'est un système qui est tellement exigeant au 3-4-3 que si t'as pas d'étaulier, notamment sur cette ligne arrière, quand Balerdi sort en plus, pour moi c'est, je vais pas dire que c'est fichu, mais c'est quand même assez problématique. Donc un OM très inquiétant, mentalement, athlétiquement, tactiquement. Je me disais que peut-être la trêve ferait du bien pour reposer ça. Finalement, t'as pas récupéré certains joueurs. Là, contre Toulouse, t'as notamment Højbjerg qui va revenir, et je pense qu'avoir ce cadre-là pour te faire du bien, ça peut aider. Il y a plus le choix, parce que on peut le dire, hein, si l'OM n'était pas dans le top 3, si l'OM est quatrième pour moi et doit passer par des tours de barrage en Ligue des Champions, c'est un échec. Vu la dynamique de la saison, vu la chance de ne pas jouer de match chaque semaine, ce serait je vais pas dire fiasco, mais ce serait quand même un sacré échec, ouais. Sincèrement, j'espère pour eux qu'ils vont se reprendre, parce que là ça pourrait faire des dégâts. Tu penses qu'il y a un monde où ils gagnent pas contre Toulouse? Aujourd'hui, à part Montpellier, je pense que vu l'attitude de l'équipe, ils sont en danger. Ils sont en danger contre n'importe quel adversaire, parce que on voit qu'il y a des grosses lacunes. Toulouse, qui est une équipe qui va plus avoir grand chose à jouer, imagine quand même King, Abourhal, Gbo, Magri, tout ça, qui te foutent un peu le bordel dans cette défense adverse. Donc sincèrement, attention, quoi. Attention on va espérer pas de barrage contre un club grec, ça pourrait rappeler des mauvais souvenirs. Dans l'autre sens, écoutez,
bravo à Reims, parce que Reims a fait le match qu'il fallait pour l'emporter. Très prudent au départ, puis ils ont vu qu'il y avait des opportunités à saisir. Excellent match de Diacon, buteur et passeur décisif. Atangana aussi. Amadou Koné a été monstrueux au milieu de terrain. Nakamura, très très joli but. Et même Ito, l'activité. Kipré qui a fait des sauvetages assez dingues. Yevan Diouf qui est vraiment un des bons gardiens de Ligue 1. J'avoue que j'étais très inquiet pour Reims avant ce sprint final parce que vu la dynamique, vu la série apocalyptique, évidemment, t'étais obligé de tirer la sonnette d'alarme. Mais finalement, cette victoire, elle est arrivée au meilleur des moments. T'as la demi-finale de Coupe de France contre Cannes qui peut être un joli bonus. T'es encore en danger pour le maintien. Reims qui va avoir encore pas mal de gros adversaires. T'as Strasbourg, Lens, Toulouse, Montpellier, Nice, Saint-Étienne et Lille. Après, là, si tu prends 6 points contre Montpellier, Saint-Étienne, je pense que tu seras maintenu parce qu'évidemment, je pense que parmi ces autres matchs, tu gratteras 1-2 points. Mais cette équipe de Reims, voilà, qui était vraiment hyper inquiétante, pas folichonne, elle nous a sorti un vrai beau match, quoi. J'aimerais avoir ton avis sur une équipe qui a autant de possession, 80 et qui tire si peu, seulement 9 tirs en première mi-temps. J'ai vu lors des précédents matchs que faire. Atelier création de sur Football Manager. Non, c'est vrai que c'était aussi une forme de stérilité, quelques tirs de loin. Après, t'as eu quand même des belles projections. Je me souviens de Rabiot dans la surface et tout. De toute façon, là, quand tu as un bloc comme ça, aussi solide, parce que là, les gaillards de Reims, bon courage pour essayer de percer ça. Peut-être, ouais, cette idée de faire rentrer un deuxième attaquant, je trouvais qu'elle n'était pas bête de la part de Zerbi de faire rentrer un Mopé. Mais encore une fois, au niveau de l'animation, si tu as des joueurs qui sont peu inspirés, ça te suffira pas, quoi. Ça te suffira pas pour faire le petit but qu'il faut, quoi. Donc Reims qui se met bien. Non, franchement, Nakamura, au global, c'est quand même une belle saison pour lui, pour un joueur qui a souvent été décisif. J'ai bien aimé aussi Diacon Atangana, Amadou Koné, jeune joueur, parce qu'Amadou Koné, c'est 2005, c'est 19 ans. Sincèrement, il m'a beaucoup plu aussi dans ce qu'il a réussi à produire au milieu de terrain, donc à suivre notamment avec la demi-finale de Coupe de France contre Cannes. Et pour l'OM, je pense qu'il y a pas mal de problématiques. Ah oui, c'est vrai que la stat, c'est 39 ballons à la surface de mémoire et 50 centres. Ouais, t'as eu 50 centres de la part de l'OM, seulement 6 ont trouvé preneur, et tu centres face à Okumu, 1m90, Kipré, 1m90, Bouta, c'est quoi comme taille? Bouta, bon, c'est 1m72, c'est latéral. Jeban, c'est combien? C'est 1m88. Et Akieme, c'est 1m75. Mais les 3 centraux de Reims, Okumu, 1m93, Kipré, c'est 1,93. Voilà. Autant dire que quand tu essayes de centrer contre des tours de contrôle comme ça, c'est peine perdue. Pourtant, Guiri, Rabiot notamment, c'est pas des mauvais joueurs de tête, mais ça va être bien. Oui, c'est vrai que semaine prochaine, le duel entre cette défense rémoise et Méga, ça va être pas mal. J'avoue que moi, personnellement, Reims, je les mettais quasiment à la charrette, c'est le genre de match, voilà. C'est pour ça, en fait, que faire des prédictions sur le foot, c'est impossible, c'est qu'on se trompe. On est obligé de se tromper. C'est tellement un sport qui n'a pas de science exacte que tu peux être à côté de la plaque. Bon, par contre, là, je pense qu'il y a un match, on va pas trop se tromper. C'est le pauvre Saint-Étienne PSG, aïe, avec les Stéphanois qui sont repartis avec une valise comme on dit, le 6-1 à la maison. Et pourtant, tout avait bien commencé. Les 30 premières minutes de Saint-Étienne, et dans l'autre sens, c'est les 30 premières minutes où j'ai rarement vu le PSG autant dans la douleur, autant dans le dur. Peut-être c'est un retour de trêve, un automatisme à retrouver, parce qu'en plus, tu avais une équipe avec quelques, voilà, on va dire, remplaçants. Mais bon, quand tu es remplaçant, c'est Gonzalo Ramos, Zaïre Emery, Beraldo, Lucas Hernandez. Sincèrement, t'es quand même bien. Et ouais, j'ai beaucoup aimé la première demi-heure de Saint-Étienne avec le but de Stassin, la tête, le centre de Petro, et quoi qui fait un super match. Mais le foot, c'est 90 minutes. Et pour ce PSG-là, tu peux, voilà, t'as plus qu'à allumer la lumière et t'es passé de 1-0 à 43e, 50e, 53e, 62e, 66e. T'as pris 5 buts en 23 minutes. Alors, de toute façon, on sait que pour Saint-Étienne, le principal problème cette saison, c'est la défense. C'est là où il y a beaucoup de difficultés. 14 pénaltys concédés, c'est un chiffre lunaire. On est à plus de 60 buts encaissés. En fait, Saint-Étienne, c'est vraiment une des équipes les plus frustrantes parce que
au niveau de certains joueurs et de la proposition footballistique, il y a vraiment des joueurs qui ont le niveau Ligue 1. Stassin, il fait quand même une vraie belle deuxième partie de saison. Ekwa et Bouchouari, c'est hyper intéressant. Cardona et Davitashvili, ça peut rendre des services. Mais derrière, le nombre d'erreurs individuelles, quand tu te fais autant plomber avec des mauvaises relances, c'est compliqué d'exister, quoi. Moi, je me disais que Saint-Étienne va peut-être se sauver par le jeu, parce que je pensais que vraiment le changement Horneland d'Aloguillo pouvait apporter ça. Mais dans une lutte pour le maintien, quand tu fais autant d'erreurs, que tu n'as pas réussi à trouver des solutions quand on est à 7 journées de la fin, c'est dur. C'est dur de le faire. Et ouais, Petro, vous le disiez, dramatique. Je suis désolé, mais Masson et Petro, moi, c'est des joueurs qui, en Ligue 2, déjà, m'impressionnaient pas. Alors, en Ligue 1, je pense que c'est des joueurs de milieu de tableau Ligue 2. Là, ça a été difficile d'exister. Et vraiment des vrais regrets, parce que je pense que si le board de Saint-Étienne avait fait l'effort nécessaire d'aller chercher 2-3 joueurs en plus, notamment en défense, parce que vraiment il y avait urgence pour aider, je pense que Saint-Étienne, il y avait la place pour se maintenir. Après, c'est pas fini, hein. Il leur reste 7 matchs, mais j'avoue que bon, là, il va avoir le fameux match contre Montpellier, donc tu peux récupérer 3 points. On va voir ce que va décider la commission de discipline. Sinon, tu vas à Lens, c'est pas impossible d'aller prendre un point. T'as Brest, t'as l'OL, t'as Strasbourg, t'as Monaco, t'as Reims, t'as Toulouse. En vrai, le calendrier est... Je sais pas trop comment ils peuvent l'aborder. Ça va être tendu jusqu'au bout. Je pense que s'il y a maintien, c'est soit barrage, soit peut-être dernière journée. Mais le problème, c'est que t'as des équipes qui ont repris des points. Tu t'y attendais peut-être pas comme Le Havre-Reims. Ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être très très compliqué. Tout va jouer sur le match à Reims. Je pense aussi, de toute façon, là, t'as Lens, Brest, Lyon, Strasbourg, Monaco. Combien de points combien de points tu peux en prendre? T'as 15 points à aller chercher. Si t'en prends, allez, 4-5, c'est déjà bien. Mais est-ce qu'ils auront la capacité de le faire? À voir, quoi. 5, ce serait bien. 5, ce serait... Ouais, je pense que si... En vrai, vu le calendrier, c'est sûr que ça va être Reims et Toulouse où ça tout se joue. Parce que c'est là où tu auras les points qui peuvent le faire. Peut-être Brest à domicile, mais tu vois, le Brest qu'on a vu contre Toulouse, je suis désolé, mais quand tu vois Del Castillo, Peralage, Ajorc, Mama Baldé, Lesmelou, Kamori Doumbia, tout ça, contre la défense stéphanoise, ça peut aussi faire des dégâts assez redoutables. Donc... Désolé pour mon cher Hugo SSE qui apparemment a hâte de retourner au Noust Camp de Pau. Ça va être difficile. Même Lyon, en vrai, c'est faisable. Lyon, c'est vrai que c'est un derby, c'est un match à part. Mais, je sais pas, mais j'imagine Miko Tadze, Cherki, peut-être Fofana qui sera de retour, Nouama. Force à eux, parce que là, à chaque fois, je vais prendre le potentiel offensif de l'équipe adverse et à chaque fois, je vais me dire, ça peut faire 3-4 buts. La chance de Saint-Étienne, c'est qu'ils peuvent en marquer 2-3. Ils ont les moyens d'avoir des joueurs qui font la différence, mais en face, tu peux aussi en encaisser. Alors c'est bien d'avoir ce football où tu essaies de marquer un but de plus que l'adversaire et ça peut faire des scores assez lunaires, mais là, j'avoue que je suis un petit peu résigné. Autant, je sais que ce match contre le PSG, c'est pas qu'il faut prendre à part, mais faut pas le considérer comme un match bonus et tout, c'est quand même des points à les prendre. Mais tu sais, dans la tournure et tout, en fait, je me rends compte que la défense de Saint-Étienne, il y a pas grand chose à sauver. C'est très très compliqué de faire un clean sheet, de pas faire un match sans commettre d'erreurs directes. Et là, c'est le plus difficile. En face, le PSG a fait un drôle de match parce que t'as eu quand même une demi-heure où c'est passé à côté. J'ai vu Luis Enrique être très nerveux, vraiment pesté, parce que je pense que quand t'es un coach très exigeant, que t'as envie que ton équipe marche à chaque rencontre, t'as cette frustration de voir que ton équipe ne fonctionne pas bien, et après ça s'est réveillé. Par exemple, Désiré Doué qui a perdu beaucoup de ballons, qui a tenté des dribbles un peu inutiles sur la première demi-heure, une fois que on a activé qu'on a mis la lumière, là c'était fini. Là, l'enchaînement des buts entre l'enchaînement tac-tac, le pied fermé, premier poteau, un peu une spéciale Mbappé, puis le deuxième qui part très très vite dans quasiment la lucarne de l'Arseneur. Quand tu vois un joueur comme ça, c'est tellement irrésistible. Pareil pour Barcola qui a fait un nombre de différences dingue sur son côté, Gvara qui marque aussi un joli but, João Neves, t'as aussi je parlais de génération 2008 avec Antonio tout à l'heure,
Ibrahim Mbaye, ben voilà, un autre de 2008 qui arrive, qui tape à la porte. Premier but à 17 ans en Ligue 1, c'est quand même bien fort. Euh, non, vraiment, c'est dur de rivaliser. Alors voilà, on se redit, est-ce que le PSG terminera invaincu? Il faut voir évidemment le parcours en Ligue des Champions, la motivation, mais je trouve que ce PSG a gardé quand même cette envie de faire mal à n'importe quel adversaire, même si le titre est assuré à 99,9%, c'est assez fou. Et là, je vois une équipe qui a la dalle, et puis bah, être invincible. Alors, c'est vrai que le PSG, on se dit que souvent la Ligue 1, c'est le minimum, et ils s'en contentent, et tu vois, ils célèbrent même plus les titres. Par contre, terminer invaincu, être le premier PSG de l'histoire à le faire, là, t'as quand même un record, un symbole hyper fort. Et puis, bah, en plus, le symbole, il serait quand même assez marqué, parce que t'as, bien sûr, une équipe qui n'a plus de grande star mondiale. Alors quand je dis grande star mondiale, je mets ça entre guillemets parce que bah Dembélé, Vitinha, voilà, Marquinhos, Neves, c'est quand même des joueurs en devenir qui sont assez assez fous, mais vraiment on est sur des joueurs qui sont ouais, rayonnants. Même un Fabien Ruiz, hein, je trouve il a eu un peu de mal après l'Euro, mais dans son rôle d'équilibre au milieu de terrain, il est très très bon en 2025. Fabien Ruiz, on n'en parle pas assez. Même Kasségui, hein, il le dit, hein, Barcola, 30 buts et 30 passives. En sachant qu'il a eu un vrai trou en novembre-décembre, c'est-à-dire que ce joueur est capable de faire des saisons où il est impliqué à plus de 40 buts, ce qui est fascinant, ce qui est très très propre hein, comme évolution. Est-ce qu'il y a déjà eu une équipe invaincue dans une saison? Alors, Nantes avait été... il y avait bien sûr eu Arsenal, il y a eu la Juve. Nantes a été invaincu sur 32 matchs. Ils ont perdu un match. Ils ont perdu un match quand ils ont été champions de France. Ils ont perdu, c'est ça, à Strasbourg. Donc Nantes, ils étaient pas loin, mais ils ont enchaîné 32 matchs sans défaite. Là, pour le PSG, bah, c'est aussi un marquant, un tournant dans l'histoire de la Ligue 1. Mais ouais, c'est dire à quel point ils sont au-dessus du lot et c'est très très facile pour eux d'émerger, quoi. Qu'est-ce qui nous reste un petit peu à voir, les amis, dans notre belle Ligue des talents comme petit match? Je crois qu'on a, on a un Monaco-Nice. On a un Monaco-Nice, hein. Il est pas mal ce petit Monaco-Nice. Strasbourg comme par hasard. C'est vrai que Strasbourg pourrait briser des séries. Mais je vous le dis, quand on voit le calendrier de fin de saison du PSG, je sais qu'il y a aussi la réception de Nice. Pour moi, c'est vraiment le match où ça peut se jouer, quoi. Leverkusen l'an dernier, évidemment, bien vu aussi parmi les équipes qui ont été invaincues. Monaco qui a su faire la différence avec, Francaise l'a dit, hein, un match où malheureusement on a senti une grande différence entre les deux équipes, où Monaco a été supérieur dans beaucoup de secteurs du jeu. Pourtant Nice a su piquer au bon moment avec Boga qui décidément aime bien ce genre de derby, qui avait déjà marqué l'an dernier. Une belle séquence avec le centre de close bien exécuté, la tête. Boga plutôt que la board, ça avait bien fonctionné. On a également Boulka hein, qui a fait un très gros match. Boulka qui en a sorti pas mal, qui a repoussé l'échéance, parce que c'est vrai que Monaco avait beaucoup d'opportunités. Il y avait notamment le penalty de Biarritz qui a fini par marquer. Biarritz qui est vraiment... C'est dingue hein, ce que ce gars nous propose. Hein, parce que là, on rappelle qu'il est arrivé 10 matchs, 12 buts. C'est un but toutes les 67 minutes. C'est waouh. Franchement, en termes de ratio, c'est super propre. Il n'y a que 1, 2, 3... Il y a 4 matchs où il n'a pas marqué. Sinon, c'est bluffant, hein. Franchement, c'est extrêmement costaud. Et alors du coup, je vais faire un petit peu d'auto-promo, mais j'ai reçu Thiago Scuro. Enfin, on a été interroger Thiago Scuro avec la bande d'hors-jeu. Donc, si vous voulez aller voir l'interview, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Et on a parlé évidemment de Biarritz, d'Akliouche et tout. Donc pour parler du projet Monégasque, c'était vraiment un très bon moment. Donc je remercie. C'est sous-titré en français parce que Thiago Scoro s'est exprimé en anglais. Mais ouais, on a été vraiment sur un bon petit échange avec un dirigeant de club. Ça fait toujours plaisir. On a aussi Olivier Létang. Et ça, cette semaine, on a Mario Gomez qui arrive. Voilà, on vous donne pas mal de petits contenus, ma foi, assez intéressants. Mais c'est vrai que cette ASM-là, en fait, à part une des saisons sous Philippe Clement, c'est quand même une équipe qui est souvent, dans les sprints finaux, Monaco, assez costaud. Les mecs, ils maîtrisent bien l'exercice, ils savent comment bien finir. Et c'est vrai, quand tu vois le matériel, Akliouche,
Minamino, Mbolo qui a su marquer son but, qui a su faire des différences, Akliouche 2 passes D. Avec Biarrette en première partie de saison, on sera plus haut. Ouais, je pense que c'est vrai que tu as peut-être des petits regrets. Si Biarrette avait été... Après, Biarrette, il a quand même eu besoin de ce premier passage au Sturm Graz pour marquer les esprits et ensuite arriver en pleine bourre. Je sais pas trop ce que ça pouvait donner s'il avait été là. Et c'est vrai que par contre, moi je le redis, ma grosse curiosité, c'est voir un Biarrette sur une saison complète. Ça va être un sacré bon élément. Après oui, l'effectif il sera sans doute modifié parce que Akliouche, je pense que ça va partir, il est au max de sa cote sur le marché des transferts. Philippe Cohn, t'as besoin d'avoir un nouveau gardien. En défense, t'as besoin de recruter. En milieu de terrain, je pense que t'as besoin. Mais en vrai, c'est dingue parce que Monaco, il n'y a pas non plus, tu sais, autant une équipe comme l'OM, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire sur l'effectif. Autant Monaco, allez, un peu plus de profondeur de banc et un très bon gardien, tu sais, tu seras... Je dis pas que tu peux concurrencer le PSG parce que c'est devenu impossible. Les mecs sont dans une autre dimension. Mais par contre, être deuxième et être un bon deuxième, je pense que Monaco, on a vraiment la capacité. Après, bah, quand tu dois jongler avec la Coupe d'Europe, tout ça, mais vraiment avoir le mercato qu'ils vont faire. Mais je trouve qu'ils ont quand même une bonne stabilité sur le projet. Et ouais, c'est vrai que t'as un banc, voilà, t'as du Ben Seguir, t'as Vanderson, t'as Ikena, t'as Salissou, t'as Golovin, Balogun, Al-Mousrati, même le banc, tu vois. L'infirmerie, c'est un petit peu vidé. Mais voilà, pour moi, c'est toujours le gardien de but à Monaco qui me pose être à moins de 21 points du PSG. Ouais, voilà, t'as tout dit, quoi. Surtout que quand on est début décembre, je crois que Monaco avait que 5-6 points de retard. Là, t'as pris un écart de 15 points qui est juste une claque, quoi. Donc, bon match de Monaco avec encore une fois un Akliouche vraiment lumineux. Le but de Biarrette, j'ai beaucoup aimé aussi. Et une équipe qui s'invite à la deuxième place. Hein. C'est aussi ça l'enseignement, c'est que Monaco a récupéré la place de dauphin à l'OM. Avec comme calendrier à venir un déplacement à Brest, la réception de l'OM, la réception de Strasbourg, on l'a dit, on le répète. Mais Monaco va aussi avoir un calendrier costaud dans le bas du classement, dans le haut, et ces fameuses finales à jouer à la maison, quoi. T'en penses quoi de Minamino ? Minamino, bon joueur pour la rotation. On a vu que quand il avait des bonnes périodes, notamment la reprise de la saison dernière, ça pouvait être un excellent joueur de Ligue 1, mais il y a encore un petit peu ce petit défaut d'irrégularité, mais il a prolongé. Mais un vrai Minamino pour être le 3e, 4e homme sur un côté, je prends, il pourra toujours te faire du bien. Oui, c'est vrai, comme tu le dis, Dame, parmi les bonnes satisfactions, on a une équipe qui n'a pas pris de but. Et on sait qu'à Monaco, le nombre d'erreurs individuelles, on a parlé de Sainté tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui t'a pas mal puni, quoi. Donc là, tu peux un petit peu respirer. Il nous reste les matchs du dimanche à voir un petit peu, avec notamment ce Toulouse-Brest. Que retenir de ce Toulouse-Brest, les amis ? Écoutez, on a eu, ma foi, un match très agréable. Vraiment, un des meilleurs matchs du dimanche 15h, avec des golassos, le but de Justin Bourgault, un de ses premiers matchs en pro, enfin pas en pro mais en Ligue 1, le mec il t'envoie un but, magnifique reprise, contrôle propre, ça peut être dans le top 5 des buts de l'UNFP à la fin de saison, le rush de Pereira Lage, on a eu Toulouse qui était pas loin de revenir avec le but de Siro qui est aussi magnifique, le but de King avec l'hésitation de Bizot, et finalement derrière t'as eu le but de Madi Camara pour enterrer tout ça, mais sincèrement c'est le genre de match, tu sais, tu te dis dimanche 15h, un peu la flemme, on va s'ennuyer. Et sincèrement, je vous le dis, c'est l'un des matchs les plus agréables de Ligue 1 que j'ai vu en 2025. Donc bravo aux différents acteurs. Pour Brest, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose sur ce sprint final ? Oui, c'est vrai, Dame, t'as raison. Dernière question sur Monaco-Nice, j'ai du mal à voir la faute de Dante. Je trouve aussi le rouge de Dante, c'est extrêmement sévère. Je le trouve, je suis d'accord avec toi. Brest, s'ils avaient eu 2-3 points de plus, hein, je le redis, mais je pense qu'ils auraient peut-être pu aller chercher un petit peu mieux. Bon, t'as quand même réception de Montpellier, tu vas à Saint-Étienne, mais t'as aussi du gros calendrier, encore une fois. Hein. T'as Nice, Lille, Marseille, Monaco. Ça va être chaud. Mais bon, pour eux, on sait que c'était quand même une saison assez, tout simplement mémorable. Hein. Franchement, c'est le genre d'année, tu t'en souviendras pour très longtemps. Il y a le nouveau stade qui va arriver en plus. Avoir la construction d'effectifs. Il y a beaucoup de joueurs, vous savez, qui sont prêtés à Brest. Hein. Ça va être l'enjeu pour Lorenzi, le directeur sportif. On a aussi Eric Roy qui est en fin de contrat. On sait qu'à Jorque, le transfert a été levé.
Donc voilà, Ajorc c'est fait. Par contre, tu vas avoir en fin de prêt Abdallah Sima, Koulibaly, Fèvre, Salah, Fernandez, Diaye. C'est quand même beaucoup de monde. Hein. Donc, en vrai, moi je garde Ndiaye. Ajorc c'est fait. Je garde Koulibaly et Abdallah Sima pour la rotation, je sais pas. Par contre, Fèvre, Salah, Fernandez, je pense qu'on peut s'en passer. En plus, je pense que ça peut être des salaires un peu imposants. Mais tu vois, Koulibaly, avoir aussi Sima, je sais pas trop quels seront les salaires et les montants de transfert. On sait que pour Brest, tu peux pas non plus mettre des montants dingues. Mais déjà, avoir assuré la signature d'Ajorc, c'est propre. Ndiaye, l'option d'achat est beaucoup trop cher, je crois, vers 9 millions. 9 millions aussi, Sima. Ah ouais. Non, à ce prix-là, je vais voir ailleurs. Et on va voir ce que ça peut coûter, mais il y a un monde où peut-être tous ces joueurs, ils sont plus là à Brest la saison prochaine parce que, comme je le dis, t'as pas non plus une surface financière assez démentielle. Ouais, c'est la deuxième meilleure saison de leur histoire en Ligue 1 pour Brest. Ça veut dire aussi que c'est quand même un club qui est passé du ventre mou, bas de ventre mou, maintien, à une équipe qui s'installe en première partie de tableau. Et ça, pour la projection à long terme, on sait qu'en plus, les finances en LDC, ça fait beaucoup de bien. T'as gagné x2, x3 ta masse salariale. Enfin, t'as assuré en quelques victoires beaucoup de bonnes retombées financières. Et vous le savez, hein, avec les droits télé, l'incertitude, c'est quand même le genre de choses dont Brest a besoin. Et c'est intéressant de voir la construction d'effectifs. Comment est-ce qu'on peut aller vers un avenir plus ou moins serein. Mais c'est vrai que quand je vois cet effectif, je suis pas trop inquiet pour l'avenir de Brest. À côté de Toulouse, là, tu as eu quand même une défense qui a été beaucoup plus en souffrance que d'habitude, avec notamment Rest qui a été pas en réussite, un petit peu du mal aussi pour le trio offensif à exister. Et pourtant, ils ont dominé nettement. Hein. L'entame de match était à l'avantage de Toulouse, qui a eu beaucoup de situations, qui n'a pas su concrétiser. Et c'est un peu comme le Strasbourg-Well. Brest, ils ont fait le dos rond, ils ont piqué et ça a suffi pour s'imposer. Toulouse qui a reculé un petit peu au classement, 34. Bon, après, ils sont bien, mais là, on sent qu'on va avoir entre Rennes, Toulouse, Auxerre, les trois équipes qui vont être un peu pépères pour la fin de saison. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la saison prochaine. Avec qui tu repars, tu as quand même des jeunes joueurs intéressants, avec Njouma, avec Messali. Tu as quand même de la jeunesse à Toulouse qui peut arriver. J'ai pas regardé tout cette année, mais Rest n'est pas en dessous de son niveau habituel. En vrai, Kjetil Hogg, qui avait fait un petit intérim, j'avais bien aimé. Et Rest, c'est peut-être un peu moins fort, un peu moins épatant que l'an dernier. Quand l'an dernier, il était arrivé en tant que 2005, à cet âge-là, c'était assez fou pour un gardien de but. Et c'est vrai que là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je suis d'accord avec toi. Du coup, Toulouse-Brest, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire, mais j'insiste, si vraiment vous voulez passer un beau moment, vous regardez ça, et c'était un vrai bon petit match de Ligue 1. Montpellier-Auxerre, toujours pas de clean sheet pour nos amis montpelliérains cette saison. Bon, là on est vraiment sur le champ du cygne, on est sur la fin. Le Comte qui a repoussé comme il a pu, ils ont essayé de tenir, et puis à la fin ça a fait la différence avec le deuxième but de Florian Hayé qui avait déjà marqué à Nice, qui avait égalisé, et Auxerre qui s'offre une petite victoire supplémentaire, qui s'offre une belle saison. On rappelle qu'Auxerre c'est un promu, c'était quand même avec Le Havre et Saint-Étienne les trois promus. Et c'est une équipe qui nous fait quand même une saison assez agréable, avec du très très bon contenu au global, beaucoup de satisfaction, avec notamment Donovan Léon qui je trouve avait pas été en grande forme ces dernières années, et là je trouve qu'il a vraiment fait sa saison référence. T'as Akpa qui est une vraie révélation et qui pour moi, pareil je le dis, ce joueur il va partir pour un beau montant et il va faire une sacrée carrière. Dans l'autre sens, t'as Kevin Danois qui est aussi un très très bon jeune joueur et qui m'a beaucoup plu. Gaëtan Perrin qui fait une saison solide. Ah non, c'était pas Le Havre, pardon. C'était Angers. J'ai confondu Le Havre et Angers. Mais Angers est un peu plus en difficulté qu'Auxerre. J'ai confondu les deux. C'est ça. Ensuite, on a Ahmed Junior Traoré qui est une recrue fabuleuse. Vraiment, qui t'a apporté un nombre de buts qui ont compté à la fois le maintien mais aussi s'installer. Et non, franchement, Auxerre, c'est bien ce qu'ils font. C'est un club qui travaille bien. À voir pareil, parce que là, tu vas perdre Traoré. Tu vas perdre un mec qui te met 10 buts. Pour un club comme Auxerre, ça va pas être évident. Mais si tu commences à avoir un Florent Hayé qui te met ces quelques buts, ça peut être quand même aussi une excellente
Excellente nouvelle, en sachant que Sinako est aussi un bon petit joueur de Ligue 1. Donc ouais, c'est bien ce qu'ils font au CER et tout, je trouve. Et en face, Montpellier, c'est même pas un match dégueu. C'est juste qu'ils arrivent plus à avancer. Et là, t'as un trio Mahama, tu l'as dit, hein, Thibaut, l'interview lunaire, où il dit on se sent pas en danger. Bon, on se sent pas en danger, plus que 7 journées à jouer, t'as que 15 points, t'as normalement 8 points de retard sur le 17e. Quand tu te sens pas en danger à ce moment-là, c'est que t'es quand même un peu à côté de la plaque. Koulibaly, ouais, c'est dur. Le plus dur pour Montpellier, ça va être tout simplement cette reconstruction. La Ligue 2, je pense que ça peut leur faire du bien, mais à voir ils vont apprendre de leurs erreurs. Si on arrête les bêtises, les caseries à 120K, les joueurs surpayés, un truc démentiel. Il y a quand même une formation qui est pas dégueu à Montpellier. Quand tu vois 2-3 joueurs qui en sont sortis, comme Chotard, comme Fayad, comme Leroy, tout ça. À voir ce que ça peut un petit peu donner, mais là, en termes d'urgence absolue, là, je pense que même Gasset, enfin, tout le monde a un petit peu rendu les armes à Montpellier, et là maintenant, il faut juste préparer l'après. C'est la pire saison de l'histoire du club, c'est en plus la saison des 50 ans, t'as tout qui a été à l'envers, mais très très vite on l'a senti, et c'est possible qu'il fasse une Bordeaux bis. Il y a des clubs comme Toulouse, quand ils sont allés en Ligue 2 en faisant une saison cata, souvenez-vous la fin de l'ère Sadran, où ils avaient une équipe qui ressemblait plus à rien. Eux, ils ont compris, ils ont changé de projet, d'actionnaire. On est arrivé sur un autre truc, un mélange de jeunes, de recrues étrangères, et ça a très bien marché. Est-ce que Montpellier est capable de faire ce saut vers la modernité et d'avoir un projet un peu plus neuf? Je suis pas sûr, parce que évidemment Montpellier c'est Nicolin, c'est un truc un peu familial, mais il le faut pour la survie du club. Et là personnellement je suis très très inquiet dans ce sens, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner pour eux, mais ouais, là j'avoue que on a bien senti que c'était délicat. Un autre match qui a compté énormément, c'est ce Le Havre-Nantes, avec le pauvre Cédousso qui concède un penalty, qui marque, qui reconcède un penalty. Donc ça va être difficile. Ça va être difficile pour eux. Enfin, pour lui surtout. Après, franchement, Le Havre, j'ai envie de dire respect, parce que c'est une équipe qui a pas beaucoup de moyens, qui s'en sort avec un effectif très limité, je trouve, mais qui a quand même pris cette victoire à Lens, cette victoire à Lille, là qui bat un concurrent direct. Et j'avoue que j'étais très très inquiet pour Le Havre après la première partie de saison. Et finalement, avec 2-3 retouches au mercato, un truc un peu plus solide, ça peut être une équipe. Même le retour de Desmas par rapport à Gorgelin. Non, franchement, Le Havre, c'est bien ce qu'ils ont fait. Alors, on a pu le voir qu'il y a peut-être une petite polémique sur le penalty d'Abdoulaye Touré. Je sais pas si vous avez vu, mais il nous a fait une Alvarez. Alors, quand il fait une Alvarez, ça veut dire quoi maintenant? C'est qu'il y a peut-être une double touche. La VAR l'a pas revu après. Anthony Lopez sur penalty, il avait déjà rendu les armes, hein. C'était quasiment, t'as plus qu'à cadrer et ça va finir au fond. Simon qui marque encore, qui s'offre une petite tate, mais le but à la fin de Pembele, ouais, c'est vrai qu'on sent une grosse célébration pour les Havrais. Ah, il y a un débat dans le chat. Pipion le plus fort entre Valverde et De Jong. Waouh, ça c'est de la question. Je pense que De Jong est un meilleur joueur intrinsèquement que Valverde, mais au niveau de la carrière, t'es obligé de préférer Valverde à cet instant T. Parce que De Jong, au Barça, pour moi, je suis trop resté sur ma fin. En plus, c'est pas tout à fait le même profil. Valverde, il peut se balader un peu plus partout. Mais De Jong, j'ai jamais retrouvé le De Jong aussi rayonnant qu'à l'Ajax. Là, ce qui est bien, c'est que sous Flick, comme le Barça tourne très très bien, je suis en train de retrouver un super De Jong. Mais pour moi, il faut qu'il y ait un De Jong décisif dans des matchs, enfin, pas décisif, mais qu'il soit stratosphérique dans des matchs décisifs, dans des matchs de LDC. Mais pour l'instant, ouais, t'as Valverde, quand tu vois les accomplissements de la carrière, pour moi, il est devant. Mais tu peux dire que De Jong, t'as peut-être une sensibilité footballistique qui est plus accomplie. Mais sincèrement, Valverde, la carrière, t'es obligé de respecter, quoi. Que ce soit Uruguay ou Real, vu tous les moments forts qu'il a, super joueur de devoir. Dans l'autre sens, De Jong, pour moi, surtout par rapport au salaire qu'on lui donne, t'es obligé d'en attendre toujours plus. Surtout, comme je dis, quoi, c'est un mec qui a été tellement bon à l'Ajax. Mais là, c'est bien. C'est comme je dis, la chance du Barça de Flick, c'est que t'as Ferran Torres qui revient très bien, Eric Garcia. Enfin,
t'as beaucoup de monde qui est en train de se prendre au jeu et qui est en train de se régaler dans ce qui est pour moi l'équipe de la saison avec peut-être le PSG. Mais posez-vous devant les matchs du Barça, les gars, c'est une fête à chaque match. Comment faire une transition entre le Havre-Nantes et le Barça de Flick? Voilà, on y est les gars. Attention à Nantes, parce que comme d'hab, t'as pas non plus un matelas conséquent. T'as 3 points d'avance, t'as peut-être une différence de but qui est meilleure, donc t'auras peut-être 1 point en plus. T'as Saint-Étienne qui sera à 4. Nantes, ça va faire quoi pour la fin? Tu vas à Nice, Rennes, Toulouse, Angers. Bon, après, t'as Toulouse, Angers, Montpellier. Ça peut se jouer là. Nice, tu vois, en fait, le truc, c'est que Nantes, pour moi, c'est pas impossible qu'ils aient fait un résultat à Nice. Ils aiment bien ce genre de configuration des fois, aller embêter les gros, mais je pense que sur ces matchs-là, les 4 derniers, autant là, ils peuvent prendre 0 points, autant là, ils prendront les 5-6 points qui leur feront du bien pour le maintien. Je pense que ça va le faire pour que les Canaries prolongent la fête dans l'élite. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je crois qu'on a un dernier match avec le succès de Rennes sur la pelouse d'Angers. Un match qui a été un tout petit peu bizarre parce que ça n'a pas été tout en flamboyant au niveau du jeu de Rennes. Par contre, t'as quand même un Kalimundo qui s'offre un doublé. T'as Ismaël Koné qui a fait une très très bonne entrée. Djaoui Cissé qui a été très très bon. Fofana qui a vraiment un très bon rôle. Bey, c'est pas mal. En fait, Habib Bey, je pense que j'attendrai la saison prochaine pour me prononcer. Je pense qu'il y avait une urgence à Rennes de prendre des points, de se maintenir. Et c'est vrai qu'au niveau du rythme, là, on a un coach qui est en train de prendre quelques points. Par contre, je trouve que au niveau du jeu, tout ça, il y a 2-3 séquences qui sont intéressantes, mais c'est pas encore tout à fait abouti, quoi. Là, t'es à 1,88 de points. Hop. 5 victoires et 5 clean sheets. C'est vrai que le bilan, tu le prends comme ça, il est bien. Franchement, il est bien pour une équipe qui était malade et tout, mais en termes de jeu, on a envie de voir autre chose. Il y a 2-3 séquences à chaque fois en termes de transition, je me dis que c'est vraiment pas mal. Par exemple, le deuxième but le but du 3-0, le but de Kalimundo, il est très satisfaisant en termes de production, d'action rapide. Mais j'ai envie de voir. C'est vrai que pour l'instant, ça fait peut-être un peu. Bon, après, t'as fort contre l'effet, effet contre l'effort. Bon, t'as pris Strasbourg avant qu'il soit irrésistible. Sinon, t'as Saint-Étienne, Reims, Montpellier et Angers. Voilà. T'as une équipe qui domine le bas du classement. Mais c'est ce qu'il faut. Après, pour le coup, voilà, t'as perdu à Lens, t'as perdu contre le PSG, t'as perdu contre Lille. T'as été inférieur. Moi, je pense qu'Habib Bey, ça peut être un vrai bon coach de Ligue 1. T'as un effectif où ils ont pris plein de mecs. Je pense qu'il y a des mecs qui ont peut-être été, tu vois, par exemple, Kyogo Furuhashi. J'ai l'impression, je ne vais pas dire que c'est une erreur de casting parce que j'aime pas enterrer les joueurs, mais je pense qu'il y a encore comment dire, une équipe à reconstruire, tu vois. Les Pistons, c'est vrai que c'est toujours problématique. Après, Assignon, en vrai, Assignon par rapport à Truffert, pour moi, c'est out. Assignon, j'ai un peu envie d'insister là-dessus. Par contre, ouais, Brassier, Rouault, Jacquet derrière, je garde. Samba, je garde. Djaoui Cissé, évidemment, on comptera sur lui. Maïté, mais tu vois, comme je te dis, Fourachi, je sais pas. Il y a eu quelques soucis à l'épaule. Ah, le pauvre, il s'adapte pas au meilleur des moments, quoi. Non, mais Fourachi, il avait des stats de but au Celtic qui étaient très très bien. Mais ouais, Ismaël Koné, par contre, si lui, il pouvait rester et s'implanter, pareil pour Seko Fofana, on a eu beaucoup de débats sur l'état physique de Fofana. Lui, il a juste besoin d'enchaîner. Il l'a dit, ça fait du mal à l'ego, mais je dois accepter que physiquement, il faut que je puisse reprendre un petit peu cette activité-là. Et ouais, la formation rennaise, encore une fois, parce que Meïté, Cissé, Assignon, Truffert, Brassier, enfin, t'as énormément de joueurs formés qui sont très très performants, très intéressants. Et je crois que quelqu'un l'a publié, le 11 des joueurs qui pourraient faire l'Euro Espoir, enfin, le nombre de joueurs formés à Rennes qui pourraient faire une équipe de France jeune: Matistel, Désiré Doué, Rutter, Ablin, Kamavinga, Jacquet, Brassier. Franchement, ils ont un matériel de dingue, les mecs. Ils ont un matériel qui est très très fort. Sincèrement, Rennes, niveau formation, c'est super chouette. Ouais, Fofana, c'est comme Bey. On va attendre la saison prochaine pour juger. On lui laisse une vraie pépasse pour se remettre bien. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça fait partie des joueurs qui ont beaucoup souffert de la différence d'intensité athlétique avec l'Arabie Saoudite. Mais ce Rennes-là, à voir l'an prochain, ce que ça pourrait donner. Est-ce que ce sera un candidat à l'Europe? Moi, je pense qu'il y a encore de grosses lacunes pour que Rennes puisse se remettre un petit peu cette tête à l'endroit et nous offrir
un visage complet, à voir ce que ça pourrait donner avec encore un mercato, encore beaucoup de changements à effectuer du côté de Rennes. Les amis, on va terminer avec l'habituel équipe type. Là, je pense qu'il y a beaucoup de candidats, beaucoup de bons joueurs à mettre. Là, on va se régaler. N'hésitez pas à mettre, vous, les noms que vous voyez. Bon, je pense que pour son très joli but... Ah mince, il l'a pas, Bourgo. Oh, le pauvre Bourgo, il l'a pas. Aïe, aïe, aïe. Il manque mon petit Bourgo. Bon, on va mettre Désiré Doué, évidemment. Hop, qui trust les équipes types. Barcola, ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens que je vais pouvoir mettre parce que quand tu gagnes 6-1, évidemment, tu te distingues. Bakwa, ouais. Alors, je vais faire une configuration d'équipe. Peut-être que ça va être un petit peu un festival. Je mets Barco plutôt qu'André Santos. Moi. Barco, moi, je trouve qu'il est vraiment très très fort. Kalimundo, c'est vrai que 2 buts, une passe D, c'est difficile de pas le mettre dedans. Akiouche, bien vu, avec ses 2 passes D, qui mérite évidemment. En vrai, Boulka, Reims, à Reims, c'est vrai que j'ai pas de Diacon et tout. Diacon, il fait quand même un super match. Alors attends, est-ce que je pourrais pas réussir à me faire une petite... on va tricher les gars, hein. C'est... Diacon, parce que quand même il a fait un but, une passe D. Derrière, on va mettre Kipré, qui a été assez bluffant. Au cage, il y a Diouf. C'est vrai qu'Ivan Diouf, c'est bien. J'hésite entre Boulka et Diouf. Ouais, Pembele, c'est vrai qu'on peut le mettre. Pembele qui a été décisif avec ce but-là. Bon, on mettra pas le pauvre So qui a passé une mauvaise soirée. Samba, ouais, Samba. Samba, c'est vrai que il fait le match qu'il faut. Et il me manque un central. Hier, j'ai bien aimé Diakité lors du derby du Nord. Après, en vrai, je mettrais Pembele là et je mettrais Bourgo. Là, si vraiment je devais faire mon 11, ce serait celui-ci, les potes. Est-ce qu'il y a un joueur que j'ai pas vu? Ouais, je mettrais peut-être Diakité parce qu'il fait toujours des matchs solides, sérieux, appliqués, le garçon. Donc, ouais, voilà. Je vais mettre ça. Hop, mais bon, pour le 11 hors jeu, je pense qu'on mettra Bourgo pour ce magnifique but. Mais là, c'est quand même un 11 de qualité. Hein. Samba, Kipré, Diakité, Pembele, Diacon, Désiré Doué, Akliouche, Barco, Barcola, Kalimundo, quoi. On est bien. On est quand même bien. Hein. Franchement, c'est une équipe, ma foi, hyper séduisante. J'aurais aimé vous parler du Barça, mais les amis, rendez-vous à 18h sur Enjeu pour l'évoquer. Là, je vais pouvoir faire un petit peu mon petit montage, mettre tout ça sur YouTube et sur Insta. Vous connaissez le rendez-vous, les potes. Ça va être le moment d'aller sur ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce petit live, ce petit débrief Ligue 1. Toujours un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Donc voilà, rendez-vous 18h hors jeu, on sera là avec Bruce Braque, Youss et Simbad pour revenir sur l'actualité de la Ligue 1, mais aussi Tour d'Europe, tout ça. Donc ça va être un programme une nouvelle fois fast. N'hésitez pas à aller sur YouTube, aller voir les interviews, à aller vous abonner. Hors jeu, Scipionista, on est là. Toujours en podcast avec les débriefs de Scipio et Formation FC. Vous connaissez les adresses. Merci à vous, en tout cas. D'avoir été aussi nombreux ce lundi midi début d'après-midi. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres émissions. Salut les potes, salut.